Bonjour à tous, bienvenue en 2025 avec les Folies Web. Je m'appelle Sébastien, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis ravi de vous voir si nombreux. On est en train de passer la barre des 200 participants, ça y est, c'est fait. Donc on voit que vous êtes au taquet dès le premier lundi de l'année, ça fait plaisir. Ce que je vous propose, pendant que je vous présente Polyweb et puis nos trois intervenants, c'est que vous n'hésitiez pas sur le chat à nous dire un petit mot sur qui vous êtes et notamment quelle est votre activité. C'est toujours intéressant pour nous de voir à qui on a affaire, voir de quel endroit vous venez en France. Là aussi, c'est toujours sympa de voir tout ça. Je vois que vous êtes déjà à fond sur le chat, donc voilà, top de voir tout ça et autant d'énergie de bon matin. On est parti pour 5 jours de folie, ça s'appelle Folly Days. Tous les jours cette semaine, à partir de 11 heures, on va parler numérique, on va passer des étapes ensemble, on va vous donner tout un tas de bons plans. Vous voyez le programme ici. On attaque aujourd'hui avec construire sa stratégie numérique en 2025. On va parler des leviers pour attirer et fidéliser vos clients. Et on va rentrer dans le détail de certains sujets, réseaux sociaux, sites internet, IA et copywriting, vous le voyez ici. Donc ça fait une semaine qui va être top, on a plein d'intervenants de super qualité et je suis ravi d'inaugurer avec Mickaël, Alexis et Pierre-Arnaud cette journée et cette semaine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vois qu'il y a 2-3 noms qui nous parlent et puis il y a aussi beaucoup de noms qui ne nous parlent pas encore. Ceux qui nous connaissent pas, on s'appelle les Folies Web et ce qu'on fait globalement, c'est des événements gratuits à destination des petites entreprises. Ça va des porteurs de projets à des petites voire grosses TPE, des indépendants, des auto-entrepreneurs. Et le but du jeu, c'est de vous aider à réussir sur Internet. On vous permet de prendre du recul par rapport à toutes les opportunités qui vous sont données grâce au numérique, et il y en a plein. Et le but du jeu pour nous, c'est vraiment de vous faire passer à l'action en prenant les bonnes décisions. Et pour ça, vous le voyez sur la diapositive, on organise des ateliers en présentiel et on organise des sessions en ligne comme aujourd'hui. Et voilà, et il y a peut-être des ateliers en présentiel près de chez vous. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager dans le chat nos prochains, enfin un lien qui va vous mener vers nos prochains événements. C'est par ici. Hop là, voilà, ça y est, vous l'avez dans le chat. Je vois que vous êtes toujours à fond sur le chat. Vous pouvez on va commencer à vous partager des liens, donc à les laisser s'afficher tranquillement si vous voulez. Et puis, une question, comme je vous le disais, tous nos événements sont gratuits et c'est grâce à nos 2 partenaires qui sont co-organisateurs, en l'occurrence qui sont représentés pour la FNIC par Mickaël aujourd'hui et pour Neo Camino par Alexis, qui vont prendre la parole dans un instant. Le premier partenaire, c'est le .fr, c'est l'extension internet française qui est gérée par la FNIC, qui est une asso à but non lucratif, et sa mission, c'est vraiment de vous aider à chaque étape de votre présence en ligne, notamment grâce à un programme qui s'appelle Réussir en .fr. Et ça vous permet de choisir votre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre site internet, créer un site web impactant, améliorer votre visibilité en ligne et plein d'autres choses. Et sur réussiren.fr, vous trouverez plein de ressources qui vous permettent de faire les bons choix numériques pour passer à l'action. Et des Folies Web, en fait, on est organisé dans cette démarche et cette initiative depuis que les Folies Web existent. L'AFNIC est avec nous et on est ravis de ça. Et je vais vous partager une ressourcerie et en plus des conseils et astuces, vous allez avoir accès à un outil d'autodiagnostic. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est assez cool parce que ça vous permet de prendre là aussi du recul et de faire le point sur là où vous en êtes dans sur tout ce qui est numérique. Je vais vous partager tout de suite le lien, mais comme ça, vous pourrez voir votre maturité numérique et puis recevoir des recommandations personnalisées pour booster votre chiffre d'affaires. Je vous partage ça dans un instant. Et puis, le deuxième partenaire, c'est Neo Camino. Alexis, je crois que tu étais OK pour en dire 2 mots, donc je te laisse nous dire qui est Neo Camino Avec et qui plaisir, tu es. merci Sébastien. Bonne année à tous, en tout cas, ravi d'être présent aujourd'hui sur ce webinaire. Donc moi, je suis Alexis, je travaille chez Neocamino depuis quelques années. On est partenaire du coup des Folies Web et notre rôle chez Neocamino, c'est tout simplement d'accompagner des entrepreneurs, des porteurs de projets, des TPE, des PME à réussir en ligne, tout simplement. Et comment on fait ça? Avec un accompagnement sur mesure, en créant aussi des stratégies sur mesure par rapport à nos différentes cibles et de pouvoir justement vous fournir aussi un outil, un logiciel qui vous permet justement d'activer
un plan d'action qui soit concret, qui soit réaliste. Et on met aussi à disposition des experts, bien sûr, pour vous aider justement à monter en puissance, créer des sites internet, gérer de la publicité, etc., etc. Carrément. Et peut-être pour compléter le tour de table, juste pour vous dire un micro mot sur le fait qu'il y a encore d'autres acteurs qui nous aident à organiser tout ce qu'on organise, et notamment l'État à travers une initiative qui s'appelle les Formations France Num, qui est opérée par BPI France, et on est en partenariat avec un réseau d'experts comptables qui s'appelle Serre France. Voilà. Mickaël, Pierre Arnaud, je peux vous laisser nous dire un mot rapide sur qui vous êtes, et on va vous entendre dans un instant. Mickaël, vas-y, je te laisse l'honneur. Salut à tous. Donc moi je suis à Rouen. Donc je suis normand. Je travaille pour l'AFNIC. Je crois que tu as déjà dit plein de choses. Vous pouvez me retrouver dans une émission télé qui s'appelle Connecte ta boîte, qui a été diffusée sur BFM TV, RMC Story, RMC Découverte. Voilà. Pierre Arnaud. Donc moi je m'appelle Pierre Arnaud, je suis responsable partenariat chez Partout. Nous on est un outil tout en un qui permet de gérer et de centraliser tout ce qui va se passer autour de votre fiche Google. Donc c'est principalement autour de sujets qu'on va discuter aujourd'hui. Puis je vous souhaite une bonne année également, un petit peu en retard. Top. Alors je vois qu'on a dépassé 300 personnes. Vous êtes plus de 300 ce matin, donc on va essayer de tous vous satisfaire, de tous vous apporter de la valeur, c'est top. Vous le voyez, avant de laisser la parole et d'attaquer, juste 2 ou 3 règles, parce que j'ai vu qu'il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat. Oui, vous aurez accès au replay. Il suffira de vous connecter en fait avec le lien avec lequel vous êtes connecté ce matin, à peu près 1 minute après la fin de ce webinaire. Donc, c'est avec le lien avec lequel vous êtes connecté. Oui, vous pourrez récupérer le support de présentation. On va vous faire passer un questionnaire de satisfaction à la fin qui vous permet de récupérer le support et puis qui vous permet aussi de récupérer pas mal de bons plans. Et puis, vous le voyez, c'est la première ligne. Il y a un onglet qui s'appelle Questions qui porte son nom assez bien. C'est en bas à droite de votre écran et ça vous permet de poser des questions. On va se prendre 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Voilà, et ce que je vous propose sans plus attendre, c'est d'attaquer. Et la première question sur quand on parlait de construire sa stratégie numérique, la première question qu'on s'est posée avec Alexis, Mickaël et Pierre Arnaud, c'est de savoir quels étaient les premiers choix à faire. Alexis, si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, carrément. C'est un sujet effectivement qui est crucial et qui est déterminant. En tout cas, il y a pas mal de choses à faire, notamment dans l'entrepreneur. On se pose beaucoup de questions. Et avant de se lancer dans un plan d'action digital, il y a certaines choses à penser. Et la première chose qu'on a déterminé tous les quatre, c'est effectivement de pouvoir déjà déterminer un objectif qui soit clair et précis. Et on appelle ça généralement un objectif qui soit SMART. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme qui est un petit peu technique? C'est un acronyme qui est SMART, c'est tout simplement S pour spécifique. Donc, quel est l'objectif concrètement? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce qu'il est atteignable, réaliste et surtout qu'il soit temporel dans le temps? Donc, concrètement, typiquement, combien il vous faut de clients pour générer votre chiffre d'affaires? Combien de prospects potentiels à aller chercher justement pour valider tout ça? C'est important de poser ces premières bases dès le départ pour ensuite identifier ce que vous allez avoir besoin. Donc, il faut aussi que vous soyez très clair, évidemment, sur votre cœur de cible. Finalement, quelle est la cible prioritaire que vous souhaitez atteindre? Quels sont ces comportements d'achat? Où est-ce que vous pouvez aller les chercher? Et surtout, ce qui est important, c'est évidemment de connaître leurs freins. Parce que l'idée, c'est que vous puissiez répondre justement à leurs interrogations et à leurs freins avec une offre qui soit adaptée. Évidemment, il y a aussi un sujet sur réussir à identifier vos ressources. On sait que quand on se lance, généralement, on a plein de choses à faire et c'est important de savoir concrètement quelles sont vos compétences, là où vous pouvez allouer aussi du temps, là où vous n'avez pas le temps et où il y a un enjeu peut-être à déléguer ou à vous faire accompagner de proches de votre réseau ou d'une agence. Si vous avez les ressources pour le faire, c'est hyper important. En tout cas quand on se lance. Et ensuite, une fois qu'on est bien au clair là-dessus, il y a un enjeu, évidemment, on va y revenir, mais à prioriser certains leviers. On a des leviers qui sont plutôt traditionnels, plutôt hors ligne, et généralement, quand on se lance, on va se parler vraiment beaucoup de recommandations, de réseaux, etc. Mais le digital peut aussi arriver à, en tout cas, à consolider une présence en ligne et à apporter des clients. Et l'idée, c'est de pouvoir justement identifier 3 à 4 leviers dans un premier temps et de pouvoir les travailler dans le temps. On va y revenir pour être performant.
C'est hyper important, enfin, tout ce que tu dis. Juste par expérience, le nombre de personnes que j'ai pu accompagner qui ont plongé directement dans le grand bain. OK Google, comment faire un site internet? Et c'est bête, hein, mais ce qu'on dit, c'est peut-être, ça peut paraître peut-être un peu rébarbatif ou théorique. C'est pas drôle de commencer par réfléchir à son objectif et sa cible, mais en vrai, c'est la base. Donc, ce que tu dis, Alexis, c'est vraiment fondamental. Carrément. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on a un objectif, bien sûr, on a envie d'être présent sur les réseaux sociaux, on a envie d'avoir un site. Généralement, moi, j'aime bien prendre cet exemple, mais on nous dit qu'il faut avoir un compte Instagram parce qu'il faut être présent sur Instagram ou un compte TikTok. Mais au final, pourquoi, en fait? Et c'est cette question qu'il faut que vous vous posiez, parce que ma tante l'a dit ou parce que mon oncle l'a dit. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est de réussir justement à créer une première mécanique d'acquisition, en tout cas un entonnoir, comme on aime l'appeler, pour réussir à attirer demain du monde sur votre site internet avec différents leviers qu'on vous a listés ici. Et en fait, de manière assez simple, de faire qu'un visiteur qui soit inconnu prenne en considération et que demain puisse devenir un client et un prescripteur. Et pour ça, en fait, il faut effectivement utiliser plusieurs outils, plusieurs leviers. Ce que vous pouvez avoir en tête comme premier succès, à mon sens, c'est déjà de travailler, dès que vous avez un site internet qui est bien construit, bien optimisé, de pouvoir l'améliorer en termes de conversion, de ne pas hésiter à créer de la valeur en créant justement des formulaires, en créant des petits contenus en téléchargement et qu'ensuite vous allez pouvoir faire mûrir avec des actions d'emailing. Ça va être hyper important. On en avait discuté avec Michael et Pierre Arnaud. Mais voilà, que vous ameniez en fait un visiteur d'étape à étape à ce qu'il vienne justement un ambassadeur ou un prescripteur justement de l'entreprise. Ce qu'on a remarqué justement tous les quatre, c'est qu'il y a certaines erreurs évidemment qui reviennent. Moi, on a accompagné plus de 300 clients et on revient là-dessus, mais c'est important que vous soyez bien au clair sur votre positionnement. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous faites et quelle est la proposition de valeur? Ça doit être très clair que vous souhaitez transposer à vos prospects dans un premier temps et quel est le frein justement que vous allez résoudre. Deuxième erreur qu'on remarque, c'est effectivement de ne pas avoir de stratégie digitale et on va tester un petit peu des leviers. On m'a dit que les réseaux sociaux, ça serait intéressant. On va mettre un petit peu de budget sur du Google ou sur du Facebook, mais finalement, si on n'a pas cette mécanique, en tout cas, qui a été construite avant, le risque, c'est un petit peu d'investir et d'avoir un panier percé quelque part. Donc, c'est important de pouvoir déjà faire un premier état des lieux de ce que vous avez et ensuite qu'on puisse construire ce plan d'architecte pour bien mener ces actions-là. Multiplier les leviers d'acquisition, c'est aussi un problème qu'on remarque. Voilà, on veut être un petit peu partout. On sait que ça prend beaucoup de temps à piloter. La fiche d'établissement Google, ça prend du temps. Des réseaux sociaux, ça prend du temps. Le SEO, ça prend du temps. Donc, il y a un enjeu aussi à concentrer les efforts au bon endroit et de réussir à prioriser ce qui doit être priorisé. Pour ça, vous avez évidemment la possibilité de déléguer certaines actions. Ça peut vous faire gagner du temps. Et une autre action qui est très importante, l'idée, c'est de pas le systématiser chaque semaine, mais tous les trimestres, en tout cas, de pouvoir bien suivre la performance de vos actions marketing. Si vous investissez en plus de l'argent, bien sûr, pouvoir savoir si si vous êtes rentable, en tout cas, sur certaines des actions. C'est hyper important. Est-ce que Michael, Pierre Arnaud, vous voyez peut-être d'autres éléments par expérience sur… Moi, je pense que c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire, surtout voilà, quand tu parles de suivre les performances, je pense qu'il y a un vrai sujet et que effectivement, on va devoir faire des erreurs au début. On peut se tromper, c'est pas grave, ça arrive. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte rapidement et pas de jeter des pièces à droite et à gauche pour au final ne pas savoir d'où vient l'erreur et de se dire ok, peut-être que j'ai essayé les Google Ads, peut-être que mon secteur n'est pas adapté à ce type de choses, c'est un exemple, et de se dire je vais peut-être me concentrer sur mon site internet ou sur le référencement naturel, peu importe, mais c'est important de voir d'où vient l'erreur et pour ça il faut le construire avant et pouvoir analyser tout ça. Ouais. Moi, pour compléter, ce que je dirais, c'est que c'est un peu comme dans l'investissement. Vous savez, on dit toujours qu'il faut investir dans ce qu'on comprend. Eh bien, pour votre présence en ligne, il faut faire des actions que vous comprenez. Je vois beaucoup de messages passer dans le chat sur je peux vous aider à faire tel service, telle prestation. C'est super. La vraie question que vous devez vous poser là, alors ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre présence en ligne, mais c'est de quoi avez-vous vraiment besoin?
quel outil va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça que tout à l'heure, la première diapo, c'était quels sont vos objectifs. Si vous n'avez pas déterminé un ou plusieurs objectifs simples, vous ne pouvez pas savoir de quoi vous avez vraiment besoin. Ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est par exemple dire j'aimerais que mon site internet me rapporte 5 demandes de devis par semaine. J'aimerais que mon site internet me rapporte 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. J'aimerais que mon site internet ou j'aimerais obtenir X réservations par mois, par semaine. Écrivez cette phrase et ça va vous permettre, vous, de savoir de quoi vous avez besoin. Et aussi, si vous savez que vous avez besoin, par exemple, d'un site internet, quand vous ferez appel à un prestat, vous lui direz « Mon objectif, c'est ça ». Et ce faisant, vous allez l'aiguiller sur la façon de réaliser le site. Voilà. Faites ce que vous comprenez. Carrément. Et avant de passer à notre étape suivante, juste pour vous dire qu'il y a des premières questions qui ont commencé à être posées, et je vous le disais dans le chat, vous pouvez à la fois poser des questions et puis voter pour les questions qui sont les plus pertinentes. Pour l'instant, il y a 2 questions de Géraldine, et il y en a une qui a déjà 4 votes et l'autre 3. Donc voilà, allez-y, et puis on aura une session de 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Enfin, un maximum en tout cas. Top. Et ben, ce que je vous propose, c'est justement concrètement d'enchaîner avec des exemples, de se dire finalement, si j'ai bien compris ce que vous disiez, il faut se caler des objectifs et puis après de se dire une fois que j'ai calé mes objectifs et des priorités, quels sont les leviers d'acquisition que je vais prioriser. Et dans la préparation, on se disait qu'il y avait un enjeu probablement quand on était au tout début, notamment quand on était tout seul, de choisir 3 leviers prioritaires au démarrage de son activité. Parce que, exactement pour les raisons que viennent d'évoquer Mickaël, Alexis et Pierre-Arnaud, de ne pas s'éparpiller et faire plein de choses. Et du coup, on voulait prendre 3 exemples. Chacun prend un exemple qu'il connaît, et pour évoquer ça, je crois qu'on attaque avec toi, Pierre-Arnaud, si je ne me trompe pas. C'est ça, avec moi. Donc là, effectivement, j'avais décidé de prendre un exemple qui est assez spécifique. Donc, un exemple qu'on va appeler Hugo, qui était commerçant brasseur à Rennes. Et effectivement, cette personne-là, elle avait une problématique, c'est qu'autour de lui, il y a énormément de gros acteurs qui vont passer devant lui, et effectivement, il n'avait pas de visibilité, que ce soit pour vendre sa bière dans son magasin, qu'il produit lui-même dans ce cas-là, que ce soit pour servir des clients directement une bière pression, peu importe, pour vendre ses services en fait, ses services ou ses produits. Et cette personne-là, elle n'était pas visible quand je tapais par exemple brasseur à Rennes, boire une bière à Rennes, et effectivement, tout le monde passait devant lui. Cette personne-là, ses 3 priorités, du coup, effectivement, ça va être déjà d'être vu, que les gens puissent le voir et savoir qu'il existe, d'être choisi par rapport à la brasserie d'à côté ou peut-être les autres gros brasseurs, les gros acteurs qu'il y a autour de lui. Et la finalité, évidemment, c'est de convertir les prospects en clients, donc les personnes qui sont intéressées. Je trouve que c'est assez marrant parce que ça rejoint vachement ce qu'Alexis a dit il y a quelques slides. C'est la même logique, sauf qu'on enlève le point fidélisé, puisque là, on est sur les premières étapes déjà d'amener les clients. Et lui, effectivement, il fidélisera peut-être ses clients grâce à la qualité de ses produits. Mais voilà, ça, c'est vraiment les points qui étaient importants. Typiquement, là-dessus, les leviers, si on réfléchit un petit peu, par exemple, par rapport à l'exemple qu'on s'est donné avant, typiquement du Google Ads, les gros acteurs qui y a autour de lui auront forcément plus de budget que lui. Donc, il ne pourra jamais ressortir devant eux. Cette personne-là, ce qu'il a eu besoin, c'est de travailler son référencement local. Donc, on y reviendra après sur concrètement comment le travailler, ce référencement local. Mais les leviers qu'il devait faire, c'est comment mettre en avant sa fiche Google, comment mettre en avant la porte d'entrée de sa maison, qui va pouvoir être ensuite représentée par son site web, etc. Mais déjà, quand je tape brasseur à Rennes, comment est-ce qu'il va faire pour ressortir? Ça déjà, c'est une première étape, donc il va falloir travailler la fiche Google. On reviendra dessus sur comment après. Deuxièmement, c'est pour être choisi, il faut avoir une bonne vitrine, une porte d'entrée qui est sympa si vous préférez. Donc les avis, les réponses, les gens disent du bien de moi, j'ai l'air d'être qualitatif et je réponds aux personnes, et peut-être que le jour où j'ai un mauvais avis, j'y réponds, ce qui permet de justifier et de donner envie aussi de venir chez moi grâce à tout cet écosystème en fait, et ce qui va faire que les gens vont me choisir. Le dernier point, c'est convertir les prospects en clients. C'est la même logique que ce que disait Alexis tout à l'heure. Il va falloir être réactif. Donc là, on parle de commerce conversationnel. Comment est-ce que je vais faire? Et il y a plusieurs leviers.
il y a plusieurs leviers à activer. Typiquement, dans son cas, lui, c'était de dire, OK, bon, bah, moi, je veux une commande, je veux 50 litres de bière pour mon anniversaire. Je veux être réactif et je veux répondre avant mon concurrent qui est 2 kilomètres plus loin pour pouvoir convertir ce prospect et lui vendre ma bière. C'est comme ça que je vais fonctionner. Et comment on va faire pour être réactif? Alors, il y a plusieurs solutions. On y reviendra après. Mais voilà, pour moi, les 3 leviers qu'il va devoir activer, c'est vraiment la visibilité de sa fiche Google, sa vitrine digitale et sa réactivité, son commerce conversationnel pour être réactif et transformer les éventuels contacts en clients. Okay. Donc voilà si vous pour êtes, Hugo, ouais, si vous êtes, alors vous n'êtes pas tous brasseurs à Rennes, mais je non. pense que pour tous ceux qui ont un lieu physique, vous devez vous reconnaître dans les exemples que prend et puis les priorités que définit Pierre Arnaud. Ouais. C'est ça. Et Donc, j'ai vu dans le chat que quelqu'un connaissait ce lieu et le recommandait par ailleurs. Mais... si on enchaîne avec toi, Michael, dans les bottes de Mélanie. Je vais vous parler de Mélanie. Alors dans les bottes, en vrai, vous voyez qu'elle n'a pas de bottes sur la photo, donc ça commence mal. Mélanie, c'est une coach sportive, également diététicienne à domicile. Elle est basée à Paris et je l'ai accompagnée dans la saison 2 de Connecte ta boîte. Je vous mets même l'épisode dans le chat si vous voulez le revoir plus tard. Mélanie, son problème, c'est que je vais parler au passé puisque son problème a été résolu. Son problème, c'est que son agenda était booké à fond les ballons. Pour être concret, elle allait faire des séances donc à domicile chez des clientes et elle y allait entre 6h du matin et 22h parce que ses clientes travaillaient et donc en milieu de journée, moins de monde. Donc, son agenda était déjà complètement saturé et elle voulait se libérer du temps, tout simplement, et puis gagner plus d'argent. Simple. Comment faire? Eh bien, ce qu'on lui a proposé, c'est de vendre en ligne. Parce qu'aujourd'hui, elle échangeait donc son temps contre du chiffre d'affaires. Et on lui a proposé de créer des accompagnements en ligne. Quand je dis des accompagnements, je me souviens qu'on lui avait proposé de faire des sessions complémentaires, c'est-à-dire pour faire de la vente additionnelle à ses clientes. Comment bien s'étirer, comment s'alimenter, comment se préparer à son entraînement, comment enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, elle a proposé, elle a fait ça, des programmes de coaching pour toutes les clientes qu'elle ne pouvait pas avoir en direct parce qu'elle est basée à Paris. Elle allait de cliente en cliente en trottinette électrique. Mais pour celles qui sont à Rennes, qui sortaient de la brasserie ou celles qui sont à Lille, à Lyon, à Rouen ou ailleurs, c'était pas possible. Et donc, elle a créé un programme de formation en ligne. Vous voyez, le numérique, finalement, lui a permis d'aller chercher un autre persona. Tout à l'heure, Alexis parlait de bien travailler sa cible. Elle avait une cible qui était déjà bien déterminée. Eh bien, avec cette vente en ligne, elle a pu toucher d'autres clientes qui pouvaient même regarder les vidéos la nuit, faire des séances de sport la nuit, le jour, à n'importe quelle heure de la journée. C'est un vrai bonus. Et pour elle, ça lui a permis de générer du chiffre d'affaires additionnel. Et pour ses déjà clientes, comme elle avait donc développé cette plateforme, elle a pu leur donner du contenu exclusif et donc améliorer même son offre de base. Voilà. Donc pour Mélanie, le numérique lui a permis de rendre son activité encore plus intelligente. Et je crois que ça, c'est la vraie leçon de Mélanie. C'est hyper intéressant, ouais, carrément. Et Michael, sur l'outil qui a été utilisé, du coup, ça peut être aussi intéressant. C'était lequel que vous avez utilisé pour le... Je vais le mettre dans le chat. C'est une solution française qui s'appelle l'Ornibox. Ouais. L'Ornibox, qui est vraiment un outil. Alors, c'est une plateforme et ça vous permet de faire les tunnels de vente, de mettre d'héberger ses vidéos. C'est conçu pour. Pour la formation, c'est vrai que c'est assez puissant, ouais. Je recommande aussi. Top. Et on enchaîne avec toi, justement, Alexis, sur le troisième exemple. Rien à voir, du coup.
Ouais, rien à voir, mais c'est un client que j'ai accompagné avec un super projet qui s'appelle Boutigou. C'est une personne du coup qui propose une place de marché. Alors c'est un terme un petit peu technique, mais tout simplement c'est un petit peu comme un mini Amazon qui promet en fait tout simplement de faire rencontrer des producteurs locaux et des artisans en local, bien sûr, avec des consommateurs finaux. Donc c'est un super projet et en fait son enjeu justement c'était il est venu nous voir en se disant bah, j'ai ma plateforme, elle est fonctionnelle, elle est super, maintenant il faut que je trouve mes premiers producteurs en fait parce que bah, mon catalogue est vide et donc ce qu'on a fait ensemble c'est définir clairement bah, déjà ses objectifs donc là on se parlait d'aller trouver des premiers producteurs en local dans un premier temps pour ensuite aller chercher les consommateurs finaux avec un second temps parce qu'on a 2 cibles ici. Mais l'idée, c'est de pouvoir concentrer déjà ses efforts au bon endroit. Et donc, on avait déterminé un plan d'action en 4 priorités. Donc, il avait déjà sa marketplace qui était bien pensée, mais il n'avait pas de site vitrine. Donc, première chose, c'est de créer un site simple et efficace. Ici, on se parlait d'une seule page qui a pour unique objectif d'être une jolie vitrine qui permette de comprendre justement la promesse, la proposition de valeur de Boutigou et qui ensuite permet justement de récupérer des inscriptions, des premières inscriptions de producteurs. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'était effectivement de pouvoir démarcher ces cibles sur les réseaux sociaux, donc commencer à lancer notamment les comptes Instagram, Facebook et aussi de pouvoir activer LinkedIn parce qu'on a des audiences de producteurs qui étaient intéressantes. Ce qui est intéressant aussi à avoir en tête sur LinkedIn, c'est que vous avez la possibilité d'automatiser votre démarche de prospection. Il y a des outils qui existent, donc ça, c'est un gain de temps qui est assez énorme et qui permet justement de se connecter à différentes audiences et de se faire connaître aussi de cette manière-là. On a eu des super résultats en tout cas sur cette priorité et il y avait aussi cet enjeu de rassurer aussi le visiteur qui commençait à créer une première communauté organique avec une jolie image de marque, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, de commencer à créer un feed qui soit sympa et il avait aussi évidemment un enjeu à mettre un petit coup de fouet et on avait un petit peu de budget et on lui a recommandé justement de pouvoir aller cibler ces artisans sur Facebook en investissant du coup un budget pour se faire connaître justement auprès de cette cible et aller chercher aussi des inscriptions directement sur la plateforme. Donc ça, c'était un plan d'action qui a été mis en place l'année dernière avec de très beaux résultats et voilà, on continue de passer des étapes ensemble en tout cas sur cette plateforme et je vous la recommande. En tout cas, c'est un super beau projet. Top. Bon, 3 exemples assez différents et où on voit l'importance de bien prioriser les différentes sessions. Vous avez listé, je crois, les 5 immanquables du coup pour vous d'une présence en ligne. Carrément. Donc, du coup, je pense que vous l'avez compris, mais il faut un site internet qui soit adapté à vos enjeux. On l'a vu, peut-être quand on se lance, on n'a pas besoin d'avoir un site qui soit énorme. Surtout si on est en local, on a parfois des opportunités SEO qui sont un peu plus restreintes. Donc, peut-être que quand on se lance, on peut avoir une seule page bien optimisée et ensuite, en fonction de vos opportunités SEO, de pouvoir aller un petit peu plus loin. Il vous faut évidemment une adresse mail professionnelle et une base de données ou du moins un outil aussi CRM qui vous permettent, après on va y revenir, mais de pouvoir déjà constituer une première base, ensuite s'engager et bien suivre vos opportunités CRM. Très clair. Alors moi, je me permets de rajouter un point pour moi qui est aussi assez important et ça rejoint ce qu'Alexis a dit. Une fiche Google visible et attractive, c'est vraiment la base des bases et c'est des choses qui sont assez facilement atteignables que tout le monde peut faire. Alors voilà, le but c'est de l'améliorer, ça c'est plus compliqué, mais effectivement créer une fiche Google, déjà la mettre à jour, mettre les bonnes informations, ça c'est des choses qui sont faciles à faire, qui sont gratuits. Donc voilà, ça c'est la base des bases quand vous commencez pour vraiment, comme la notion qu'on a expliquée tout à l'heure, d'avoir une porte d'entrée de votre maison qui est attrayante. Je pense que c'est déjà très important aussi. Alex. Pour compléter, peut-être, je t'ai coupé, mais juste pour compléter, je dirais que il n'y a pas forcément de concurrence entre les outils. Certains me disent oui, moi je vais me lancer plutôt sur LinkedIn ou je vais faire ça sur Facebook ou je vais faire un site internet. Non, on revient à l'étape 1. De quoi avez-vous vraiment besoin? Je pense que le site internet, la fiche Google, ce sont des incontournables. La base de données également, puisque c'est ce qui va faire finalement j'ai le mot anglais mais j'ai pas le mot français, mais ce sera un actif pour votre entreprise. L'adresse mail professionnelle, c'est vraiment plus crédible et pro que un gmail.com, un Yahoo, un Hotmail ou un Wanadoo de derrière les fagots.
Et sur le réseau social, vous aurez un autre atelier Fully Web, je crois demain ou après-demain, je ne sais plus exactement. Mais si j'avais un conseil à vous donner, ce serait le suivant. Choisissez le réseau social où sont vos clients. Vous n'avez pas le temps d'être partout et d'être bon sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous prenez celui, au début en tout cas, seulement celui où sont vos clients. Ça vous fera gagner du temps et de l'argent. Et en effet, on va se parler des réseaux sociaux demain à 11 h avec trois intervenants. Donc, on ne passera pas beaucoup de temps sur ce sujet aujourd'hui. Et on va revenir tout de suite sur le site Internet et puis un peu plus tard sur les autres points, notamment les fiches Google. Et avec toi, Mickaël, justement, on se parlait de site Internet. On voit, et puis dans les ateliers Fully Web, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un site Internet? Et puis, à quoi ça sert vraiment en 2025? Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Eh bien, avant de lire la slide, chose que je déteste faire, je reviens là, du coup, si tu veux. Non, mais je vous dirais que la première différence entre, finalement, un site Internet, c'est un peu la question sous-jacente. Hein. Quelle est la différence entre un site Internet et une page sur LinkedIn, Instagram ou autre? Eh bien, sur le site Internet, vous êtes chez vous. L'algorithme, c'est le vôtre. Les publications qui sont affichées, ce sont les vôtres. Vos concurrents ne sont pas affichés dessus. Ce que vous publiez aujourd'hui sera toujours visible dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, enfin, jusqu'au moment où vous aurez décidé de supprimer le contenu. Et donc, comme vous êtes chez vous, eh bien, vous avez tout intérêt à y mettre votre contenu, puisque votre site Internet va vraiment, c'est ce que vous allez travailler pour être… Désolé, je suis brouillon. Votre site Internet, c'est la plateforme sur laquelle vous devez accueillir tous vos visiteurs parce qu'ils sont chez vous. C'est un peu votre boutique, c'est l'image que j'aime bien donner, c'est votre boutique virtuelle. Quand il y a un visiteur qui arrive sur votre site Internet, il ouvre la boutique virtuelle de votre magasin et votre job, c'est de le convertir de visiteur en client. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une question sur le sujet, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, si on va à la slide suivante, à quoi sert un site Internet aujourd'hui en 2025? Eh bien, un site Internet, ça doit être votre commercial. Quand on avait commencé les Folies Web il y a bientôt 10 ans, on disait que le site Internet, c'est votre Jean-Claude Convenant à vous. Et je crois que c'est toujours vrai pour ceux qui ont la ref. Un site Internet, c'est fait pour vendre, pour convaincre. Un site Internet, c'est pas fait pour faire joli. Un site Internet, typiquement, s'il y a une expression que je déteste, c'est le site vitrine. Une vitrine, ça sert à quoi? Typiquement, la semaine dernière, j'étais aux Galeries Lafayette à Paris avec mes enfants. Je suis allé leur montrer les vitrines. Oh, c'est beau, les automates, c'est super. Il y a de la musique, il y a des lumières, c'est super. Et ensuite, on est parti. On n'a pas acheté. Bon, de toute façon, c'était horriblement cher à l'intérieur, mais voilà, une vitrine, c'est juste pour regarder. Vous, si vous avez déterminé que votre objectif, c'était de vendre X euros de chiffre d'affaires par mois, d'obtenir X de vie, votre site doit être un commercial. Donc, vous devez lui fixer un objectif, vous devez lui donner de quoi vendre, vous devez lui donner une carte de visite, c'est-à-dire des contacts, des coordonnées, et peut-être le top du top, je dirais que c'est si on lui donne un objectif, il faut qu'il y ait une action en face. Quand j'ai une action, c'est que chaque page de votre site Internet doit être là pour faire comme Jean-Claude et conclure. Tu voulais dire un truc, Alexis, peut-être pour me compléter? Carrément, j'aimerais bien compléter. Effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je pense qu'il y a sur votre site Internet, il faut évidemment qu'il soit crédible, rassurant, et il faut qu'il y ait une action, effectivement. Donc, typiquement, sur les pages commerciales, sur vos pages de services ou de prestations, évidemment, l'enjeu, c'est de pouvoir convertir ce trafic, donc avec prendre un rendez-vous, etc. Si vous avez un blog, n'hésitez pas aussi, quand on rédige du contenu, on veut rédiger du contenu, pas pour nous, mais pour être vu. N'hésitez pas aussi à essayer de transformer tout le trafic plutôt informationnel que vous allez avoir sur votre blog. Et ça, vous pouvez le faire, par exemple, en proposant des contenus en téléchargement qui restent informationnels et qui, ensuite, vous permettront de récupérer aussi des contacts qualifiés. Vous allez pouvoir faire mûrir. Donc, effectivement, je te rejoins beaucoup, Mickaël, sur chaque page, à mon sens, doit aussi avoir un objectif clair. Si on est sur de l'informationnel, on peut proposer tel type de contenu. Sur des pages commerciales, on cherche
à demander un devis ou à être contacté, c'est important de pouvoir… C'est souvent ce qui manque, en tout cas de ce qu'on observe, c'est cet espace, enfin vraiment cet effet de conversion en fait. Donc n'hésitez pas vraiment à essayer de travailler ça, c'est hyper important. Ça rejoint ce que tu disais ici, notamment Michael, sur les objectifs du site. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, un site internet ne vous permettra pas de gagner en notoriété. C'est plutôt tout le travail de référencement, tout le travail que vous faites vous qui va vous permettre de gagner en notoriété. Donc le site, pour moi, doit héberger votre contenu. Et s'il y avait une chose à retenir de tout ce qu'on se dit, entre site internet, réseaux sociaux, IA, etc., finalement, le contenu, vous le mettez sur votre site internet. C'est chez vous. C'est à cet endroit que vous allez mettre vos articles de blog, vos publications, peut-être votre livre blanc aussi pour attirer du monde. Et c'est à cet endroit-là aussi que vous allez vendre vos produits. Et les réseaux sociaux vont servir à amener du trafic qualifié sur votre site internet. Voilà. Et jamais dans le sens inverse. Parce que si vous êtes sur votre site et vous envoyez du monde sur votre compte Insta, sur votre page LinkedIn, eh bien, vous renvoyez vos visiteurs, vous les faites sortir à votre boutique et vous les envoyez dans des grands centres commerciaux où il y a des boutiques concurrentes, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait une question, Michael, c'est lié au point suivant sur le nom du site internet, de comment on doit le choisir. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots avant de parler sur d'autres leviers? Oui, le nom de domaine, finalement, c'est l'adresse du site internet. C'est comme les blagues, les plus courtes sont les meilleures. Donc, les plus courts noms de domaine sont les meilleurs. Vous avez un exemple sous les yeux, gîte-grenoble.fr est plus percutant, parlant que gîte rural pour 2 auberges de Grenoble. Bon, voilà, vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est fait exprès. Mais tous les jours, je vois ce type de nom passer. Donc, voilà, essayez de réfléchir à un nom qui soit plutôt court, qui soit facile à retenir et facile à lire aussi. Donc, les tirés, je dirais un tiré, c'est bien, mais plus, c'est pas bien. Voilà, faites court. Et peut-être une question, .fr ou .com, ça c'est la vraie question qu'on nous pose. Bon, déjà, je travaille pour le .fr, donc je ne vais pas être neutre sur le sujet, mais je vais essayer de vous apporter des arguments plutôt neutres. Posez-vous la question, encore une fois, qui sont vos clients? Est-ce qu'ils sont dans votre rue, votre quartier, votre ville, votre agglo, votre métropole, votre région, votre pays? Si c'est un de ces cas-là, le .fr est la meilleure extension pour plusieurs raisons. Vous allez gagner en proximité. Quand vous voyez un .fr, vous vous sentez tout de suite plus proche du commerçant. Vous allez dire, tiens, c'est un site en français, il y a des normes françaises, bref, je vais pouvoir faire valoir mes droits. C'est de l'image, mais n'oubliez pas, on n'a pas 2 occasions de faire une bonne première impression. Premier point. Deuxième, si vous faites de l'export, vous dites, c'est bien, mais moi, mes clients, ils sont en Italie et en Allemagne. Je vous donne un exemple, je le cite toujours parce que je le trouve génial. Il y a une société qui s'appelle Schibsted. C'est une société danoise qui est arrivée en France en 2006, je crois. Et ils ont choisi un nom de domaine qui s'appelle leboncoin.fr. Je dis ça comme ça. leboncoin.fr. Et puis en Suisse, tutti.ch. En Italie, subito.it. Vous voyez les stratégies? Plus proche de ses clients et petit bonus en référencement, puisque Google voit .fr et se dit, tiens, c'est un site pour les Français, par défaut. On peut changer, mais par défaut, c'est pour les Français. Donc, petit bonus en référencement. C'est cadeau. Top, merci pour ça. Et puis, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas aussi dans l'onglet questions ou à recontacter Michael. Ça, on en a parlé. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu vite sur ce point-là. De toute façon, vous aurez le support de présentation, donc vous pourrez retrouver les slides sans problème. Et puis, Michael, pour finir, les éléments clés que tu voulais souligner. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait en introduction, mais finalement, pour faire votre site internet, ce dont vous aurez besoin, quelle que soit votre agence, et d'ailleurs, c'est peut-être un repère pour voir si l'agence avec laquelle vous allez travailler va répondre à vos besoins ou non, c'est est-ce que vous avez un objectif déterminé pour votre site internet? Oui, quel est l'objectif de transformation du site internet? Les clients, le personnel, le travail que vous avez fait à Alexis tout à l'heure, c'est vraiment important. Donc,
encore une fois, si j'avais un conseil à vous donner sur le persona, donc le portrait robot du client, concentrez-vous sur quels sont les rêves, les problèmes, les objectifs, les besoins, les freins, les irritants. Vous allez écrire plein de mots-clés sur ces phrases et ça va vous aider à fond pour la suite. C'est cadeau. Voilà, vos atouts, qu'est-ce que vous savez faire, qui dans votre entourage sait déjà faire des choses, votre budget. Vous prenez tout ça, vous allez voir une agence web, vous lui dites, ben voilà, moi, mon objectif, c'est ça, je sais faire ça, j'ai tel budget, et les gens que je vise, c'est ça. Ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Top. Ok, et pour en savoir plus sur le site internet, pareil, on aura une session qui est mercredi, je crois, qui est dédiée, donc on va avancer, et notamment une autre question qu'on nous a posée, puis d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait plein de questions sur le sujet depuis tout à l'heure, c'est la fameuse fiche d'établissement. Donc Pierre Arnaud, toi qui es bilingue sur le sujet, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bilingue peut-être pas, Google est assez complexe, mais effectivement j'ai vu qu'il y avait pas mal de débats sur la fiche Google depuis tout à l'heure. Je vais essayer de faire assez rapide parce que c'est vrai que le temps passe et on doit aussi avoir un petit peu de temps pour les questions. Mais effectivement, la fiche Google est super importante, peu importe quelle est votre typologie de commerce, votre activité, même si vous n'avez pas un lieu physique. Alors, si on est totalement transparent pour répondre aux questions de tout à l'heure, effectivement, Google va prioriser certains types d'entreprises, typiquement si on a un établissement physique. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de fiche Google si vous êtes coach sportif à domicile ou peu importe. Il faut quand même avoir une fiche Google et effectivement, il y a des gens qui ont répondu dans les commentaires et ils avaient raison de dire qu'effectivement, on gagne en crédibilité. Moi, demain, si je suis contacté par un coach sportif, un diététicien, peu importe, je vais aller vérifier sur Google et effectivement, le fait d'avoir une fiche Google qui est à jour, qui est propre, avec des photos, des avis, même si c'est pas forcément la mieux référencée, ça va me rassurer quant à cette personne et à ses services. Alors, c'est vrai que malgré tout, on sera toujours priorisé si demain, par exemple, un restaurant qui a une adresse fixe comparativement à un food truck, si on est honnête, effectivement, le restaurant sera toujours priorisé, mais ça ne veut pas dire que je dois pas avoir de fiche Google, surtout que c'est gratuit. C'est pas un investissement qui est conséquent. Il suffit d'avoir une fiche Google qui est propre et à partir de là, je vais déjà gagner en crédibilité. Pourquoi Google aujourd'hui, la fiche Google, c'est important et effectivement, il y en a pas mal de choses qui ont été évoquées dans les commentaires. Déjà, les parcours d'achat ont évolué. C'est-à-dire que vous, comme moi, la plupart du temps, et je vais dire 90%, c'est le chiffre qui est en dessous, mais voilà, on va aller sur notre téléphone, on va aller sur notre ordinateur. Si je veux manger dehors, je vais taper restaurant. Là, actuellement, je suis sur Paris, restaurant Paris. Si je dois aller faire laver des vêtements, je vais mettre pressing Paris. Si je veux aller boire une bière, je vais mettre brasserie Rennes, en l'occurrence. Et tout ça, c'est des recherches qui vont être faites sur Google. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, ce qui va ressortir, c'est ce qu'on appelle le local pack, la petite photo que vous voyez sur l'écran. Et c'est là-dessus qu'il va falloir ressortir le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que les gens vont me trouver. Alors, il y a plusieurs critères qu'on va voir juste après. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les parcours d'achat ont changé. Et c'est important de respecter ces parcours d'achat pour pouvoir aller chercher les clients là où ils font leurs recherches. Donc, c'est quand même un point qui est extrêmement important. Pour passer sur le concret, sur comment apparaître sur les recherches découvertes, il y a plusieurs critères. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, typiquement la localisation, l'exemple qu'on a donné avant, le fait d'avoir une adresse physique ou de ne pas en avoir juste une zone desservie. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas changer, mais il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Typiquement, vos avis. Alors, sur les avis, je vois que vous en avez parlé aussi également. C'est hyper important parce qu'il y a une double casquette. On a parlé de crédibilité tout à l'heure, donc effectivement, mon client voit que j'ai des avis positifs, etc. Mais il n'y a pas que la vue de mon client, il y a aussi la vue de Google. C'est-à-dire que le fait d'avoir des avis régulièrement et d'y répondre régulièrement, ça va me donner des points, on va dire, si jamais on devait comparer le référencement à un système de points ou un ensemble de faisceaux lumineux, le fait de répondre rapidement à mes avis et d'en avoir régulièrement, c'est ça qui va me rapporter des points et qui va faire que dans la finalité, je vais remonter dans les référencements quand je tape restaurant Paris. Il y a d'autres choses qui sont assez importantes comme la pertinence, le fait de mettre plusieurs services. Par exemple, si vous êtes un restaurant, de mettre que vous faites de la livraison, que vous faites à emporter. Il y a plein de choses comme ça qui vont faire que Google va voir que vous êtes actif, que vous êtes pertinent. Et c'est ça aussi qui va faire que vous allez mieux remonter en référencement. Les photos, on en a parlé. C'est important d'en mettre régulièrement. Il faut montrer que vous êtes actif, en fait. Que vous êtes actif, que vous voulez montrer à vos clients que vous êtes
un établissement qui est compétent. Parce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, Google, en fait, c'est triste à dire, mais vous, en tant que professionnel, c'est pas vous qui l'intéresse, c'est les clients, c'est nous quand on va chercher un établissement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, Google veut mettre en avant des établissements qui vont satisfaire les clients, donc ces clients qui sont nous. Donc, si jamais demain il met en avant un restaurant qui est marqué ouvert sur Google et que derrière ce restaurant-là, eh ben en fait il est fermé, Google perd de la clientèle et perd en crédibilité. C'est ça un petit peu qu'il faut se dire. Rapidement, pour avancer, on vous a mis une liste d'optimisations qui sont intéressantes. On ne va pas passer sur tout, mais effectivement, on a le fait de mettre des photos, ajouter 100 photos, bah, effectivement, en remettre régulièrement pour montrer à Google qu'on est actif. Récupérer la propriété, effectivement, ça c'est assez important, mais c'est la base. Rédiger des descriptions, répondre aux avis, collecter les avis. Juste avant, on a mis un point qui est assez important, qu'on voit en bas, qui est la multidiffusion. C'est-à-dire que quand on parle de pertinence, il faut montrer à Google que l'information que je lui donne, c'est la même que je donne à toutes les autres plateformes. Donc si j'ai dit à Google que j'étais ouvert le lundi de Pâques, il faut que je sois aussi ouvert le lundi de Pâques sur Facebook ou sur tous les autres annuaires. Et ça, c'est ce qui va montrer en crédibilité, qui peut me mettre en avant auprès de ses clients qui sont nous. Je passe assez rapidement, on pourra en reparler en question, on pourra aussi avoir un coaching ensemble si vous voulez discuter de la fiche Google. C'est des choses qu'on peut faire après. J'essaye de passer sur les points les plus importants. Je reviens là-dessus, on y a déjà répondu, mais pourquoi répondre aux avis, même quand ils sont positifs, puisqu'il y a un sujet de référencement de Google, donc c'est des points qu'on va aller chercher facilement. Il y a un sujet de montrer à vos clients que vous êtes actif, et c'est toutes ces choses-là qui vont augmenter votre référencement et votre vitrine et votre crédibilité. Il faut bien évidemment répondre aux commentaires négatifs. On aura tous des commentaires négatifs, c'est normal. On est dans un pays où les gens s'expriment quand ça va pas, c'est normal, ça peut arriver. On peut être le meilleur restaurateur du monde et faire une erreur et envoyer un plat qui est froid. Le principal, c'est d'expliquer pourquoi c'est arrivé et de montrer aux autres clients que bah, voilà, c'est une erreur parmi une centaine d'autres et qu'on est conscient et qu'on s'est excusé. Un avis négatif parmi 100 avis positifs, ça va pas changer votre business et ça va pas casser votre réputation, vous inquiétez pas. Voilà, du coup, répondre aux avis négatifs, on vient d'en parler, je passe assez rapidement dessus parce qu'on est assez en retard, mais voilà, c'est assez important d'y répondre et de ne pas tergiverser, mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est y répondre et se justifier. Ouais, vous pourrez regarder ça à tête reposée, mais ces points ils sont importants et notamment à la fois la checklist que vous a montré Pierre Arnaud, mais aussi les sujets liés aux avis. Regardez ce point-là parce qu'il est impactant sans beaucoup de temps et beaucoup d'investissement financier. Donc regardez ce point. La dernière question en 3 minutes, top chrono avant de passer aux questions. Je vous donne un challenge, les gars. Comment fidéliser mes clients? Alors, on pourrait y passer 1 heure et d'ailleurs, il y a des thèmes là-dessus, mais peut-être Alexis et Mickaël, si vous avez quelques bons plans là-dessus. Yes, carrément. Ce qu'il faut avoir en tête très rapidement, on en a parlé tout à l'heure, c'est important que vous puissiez avoir un premier CRM. En tout cas, on en a parlé. Vous allez récupérer, vous allez avoir des visiteurs sur votre site internet. L'idée, c'est de pouvoir récupérer des contacts à travers justement des formulaires des contacts, des téléchargements de livres blancs, etc. Tout ça, il faut que ça soit centralisé dans un CRM. Vous en avez plusieurs qui existent sur le marché, d'autres qui sont gratuits, etc. Donc, la première chose, c'est de pouvoir centraliser tout ça. Tous ces contacts, une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout simplement de pouvoir adresser le bon message à la bonne personne et au meilleur moment. Donc, il y a un travail déjà de segmentation à faire de votre côté. Est-ce qu'on se parle d'un prospect qui cherche un rendez-vous? Est-ce qu'on se parle d'un client avec qui on a très bien bossé? L'idée, c'est de pouvoir déjà bien segmenter vos différents contacts. Une fois qu'on a fait ça, on vous recommande tous les trois, en tout cas, de pouvoir rester présent, parce que c'est important de rester présent à l'esprit de vos prospects ou de vos clients et de commencer à créer du contenu. Donc, typiquement, la newsletter peut être un levier, un actif intéressant, peut-être mensuel ou tous les trimestres, et de pouvoir justement créer cette notion de confiance. Et ce qui est important à avoir en tête sur cette newsletter, c'est qu'on cherche justement à éduquer et vous allez avoir après vous de la visibilité sur qui ouvre et qui clique. Et ça, c'est des points de contact qui sont hyper intéressants parce que si vous avez un prospect qui typiquement a ouvert plusieurs fois votre newsletter, il y a peut-être un sujet à aller un peu plus loin avec cette personne-là et ensuite lui envoyer le bon message pour peut-être proposer un rendez-vous de découverte, proposer 30 minutes offertes d'audit, etc. Donc, c'est important d'essayer de faire mûrir aussi vos contacts jusqu'à essayer de les fidéliser, récupérer justement des avis sur votre fiche Google, le systématiser, l'automatiser,
peut-être après faire des business cases ou des cas clients justement que vous allez pouvoir valoriser après sur vos réseaux sociaux, en éléments de réassurance. Enfin, il y a plein d'actions en tout cas à avoir en tête qui peuvent être intéressants sur cette partie. Est-ce que, Michael, tu vois d'autres points sur ça? Encore une fois, peut-être en synthèse, parce qu'il me reste moins une minute. En réaction, je dirais oui, la newsletter. Moi, je l'appelle juste pas newsletter parce que personnellement, je m'inscris jamais aux newsletters parce que je me dis, je vais me recevoir des tonnes de mails et ça me saoule. Donc, je vous invite plutôt à appeler votre newsletter. Recevez nos super conseils pour bien utiliser nos produits. Voilà, faut trouver un terme qui soit un peu sexy. Et puis le deuxième point sur pourquoi on vous parle de ça, c'est que là, on est en janvier 2025. Il y a 5 ans, on était donc en janvier 2020. Et dans 2 mois, on se prenait le Covid. Quand on se prenait le Covid, toutes les boutiques fermées, plus aucune occasion de travailler ni de communiquer en direct avec les gens en magasin. Donc, il fallait communiquer par téléphone, par mail ou autre. Et ceux qui n'avaient pas de base de données, ça répond aussi à une question que j'ai vue dans le chat, ceux qui n'avaient pas de base de données, qui n'avaient aucune donnée client, qui ne savaient pas comment communiquer au quotidien avec leurs déjà clients, n'avaient aucun moyen pour bosser. Ça sert à ça, en fait, la base de données. Ça sert à ça, le CRM, la fidélisation, la newsletter. Ça sert aussi à faire entrer du business dans votre commerce, dans votre société, qu'importe votre business d'ailleurs, à des moments creux. Donc voilà. Et puis voilà, 2 idées. La fidélité, le parrainage, c'est des idées qu'il faut mettre en place parce que moi, on m'a appris ça en école de commerce il y a bientôt 20 ans. Je crois que ça coûte 10 fois moins cher de faire revenir un client que de faire venir un nouveau client. Et puis les clients qui sont contents de nos produits, généralement, ils ne nous le disent pas, assez rarement. Donc, il faut aller chercher la satisfaction. Donc, demander des avis, c'est bien. Moi, personnellement, j'en demande de me raconter ce qu'ils ont préféré. Demander, vous êtes satisfait de notre service? Très bien. Demandez, proposez à vos amis et on vous fait un cadeau en plus. Voilà. Carrément. J'ai fait 2 minutes, désolé. Non, c'est top et c'est encore une fois un sujet qu'on développe. Si vous avez des gros enjeux de fidélisation, on a des sessions qui sont dédiées là-dessus, donc n'hésitez pas à nous suivre et à regarder nos prochains événements. Peut-être qu'on aime bien, nous, ces sessions de questions-réponses, donc on va passer à cette session de questions-réponses. Surtout, vous avez des questions hyper pertinentes ce matin. Avant de vous donner ça, je vous partage quelques liens. Le premier, on en parlait pour ceux qui veulent récupérer le support de présentation, c'est maintenant, vous allez voir, hop, sous forme de notification. Ça va être par là, normalement, en bas à gauche de votre écran. Vous allez pouvoir faire une enquête de satisfaction. Je vous rassure, c'est très rapide. On vous propose quelques bons plans aussi. Et hop, vous allez pouvoir recevoir sous 24 heures environ le support de la présentation. Vous voyez à l'écran un deuxième lien que je vais vous partager qui est des offres partenaires. En fait, ce qu'on a fait et ce qu'on fait régulièrement quand on a des semaines comme ça à thème ou des journées à thème, c'est demander à nos partenaires de l'événement de nous proposer des bons plans. On a partagé un tout à l'heure, mais on a demandé à la FNIC, à Neo Camino, à partout, et puis aux autres partenaires sur toute la semaine de partager leurs bons plans. Donc, je vais vous partager un lien qui vous permet de retrouver toutes ces offres là. Hop, je vous mets ça dans le chat aussi. Et puis, voilà, vous l'avez dans le chat. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on récupère le support, ça je l'ai dit. Vous pouvez accéder à notre ressourcerie. Je l'ai partagé tout à l'heure et puis vous l'aurez juste en cliquant sur ressourcerie sur le PDF. Vous pouvez garder le contact avec les intervenants du jour si vous avez des questions spécifiques pour eux. Messieurs, vous pouvez par exemple, partager votre LinkedIn ou autre, si vous le souhaitez, ou une manière en tout cas de rentrer en contact avec vous. Et puis, pour finir, pour ceux qui sont intéressés sur le fait de se former, on a aux différents sujets dont on vient de se parler là, on a 2 programmes. Un qui est dédié, vous le voyez sur votre gauche, aux entreprises qui ont plus de 2 ans d'existence. On regarde le SIRET pour ça et plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. Ça s'appelle Tous en ligne maintenant. C'est 100% gratuit, car financé par l'État, et on
parle, on a des sujets autour de l'IA qui était une des questions dont on va se parler là. On a des sujets sur LinkedIn, on a des sujets sur l'optimisation de sites, etc., etc. Et l'idée, c'est de mettre les mains dans le cambouis tous ensemble avec nos super coachs, dont d'ailleurs, Alexis et Mickaël font partie des coachs de ce dispositif, pardon, je vais y arriver, qui est 100% financé. Et puis l'autre chose, si vous respectez pas les critères d'éligibilité dont je viens de parler, on a mis en place une toute nouvelle offre de formation. Donc là aussi, je vous mets un lien et après, promis, je vous partage plus le lien du tout. Ça fait beaucoup de liens, mais vous voyez que sur ceux-là, soit vous êtes dans un cas, soit vous êtes dans l'autre. Et puis, on avance sur les questions. Voilà, je vous laisse regarder tout ça tranquillement. Et sur les questions, moi, ce que j'avais envie de faire, alors on va regarder à l'écran, c'est commencer par la question qui a été oula, ça a changé un petit peu, mais il y a toujours une question plébiscitée qui est la question de Géraldine. C'était une des premières. Peut-être pour toi, Alexis, éventuellement, quelle stratégie digitale, vous le voyez apparaître à l'écran, versus SEO et SIA, faut-il travailler les deux en même temps ou commencer par le SEO puis SIA? Déjà, pour Alexis, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, SEO et SIA, ça veut dire quoi? Et puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, le SEO, c'est, pour faire simple, c'est tout ce qui va être de manière organique, hein, donc c'est les résultats de recherche sur Google. Et le SIA, en fait, c'est une régie publicitaire qui est Google. Et l'idée, c'est de pouvoir acheter certains mots-clés pour être présent et être visible dans les premiers résultats de recherche. Notre recommandation ici, c'est, je ne peux pas vous faire de réponse toute faite sans avoir de contexte, évidemment, business sur vos objectifs, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le SIA, c'est un levier qui est payant, c'est un levier qui est concurrentiel. Ça peut être très intéressant en fonction de certains secteurs, mais il faut, encore une fois, réussir à savoir quelle est notre capacité d'investissement, quel est le coût par clic, typiquement, quelle est la concurrence et combien finalement on va avoir de visiteurs sur le site pour espérer avoir un prospect. Ça, c'est important à avoir en tête. Le SIA est un levier court-termiste alors que le SEO est plutôt un levier long terme. Donc, moi, je vous recommanderais toujours de travailler le référencement naturel dans un premier temps avec un site bien construit. Et une fois que vous avez un site qui est bien construit, qui convertit déjà très bien, qui permet de récupérer des contacts, on peut se permettre d'investir sur des campagnes payantes pour espérer justement un petit peu gonfler les résultats. Mais à mon sens, il faut déjà travailler le référencement naturel et un site qui soit bien construit. Je me permets de rajouter un petit peu là-dessus. Je suis hyper d'accord avec ce que dit Alexis. C'est assez intéressant et nous, effectivement, alors il y a toujours un sujet, effectivement, en fonction du secteur où vous êtes, les choses vont être un petit peu différentes. Mais c'est vrai que nous, on dit toujours que le SIA, ça va peut-être plus être une réponse avec un sentiment d'urgence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est rapide, alors qu'il va peut-être être efficace, mais c'est pas quelque chose qui va aller sur le long terme. Donc effectivement, nous, on va plus conseiller ça pour un sentiment d'urgence quand on veut ressortir très vite, très rapidement. Mais c'est vrai que le SEO est une stratégie plus long terme et qui est peut-être plus viable et durable quand on n'a pas forcément des budgets qui sont hyper conséquents. Carrément. Je fais juste une petite aparté parce que je viens de voir un message de Nolwenn qui dit qu'il y a un problème quand on rentre le questionnaire de satisfaction. En fait, je ne l'ai pas précisé, mais pour qu'on arrive à vous retrouver, en gros, il faut que vous inscriviez avec la même adresse email que celle avec laquelle vous êtes inscrit. Sinon, on vous envoie le message que Nolwenn vous venez de partager, parce qu'on ne sait pas vous retrouver, on sait pas à quoi ça correspond. Mais là, de toute façon, si jamais vous répondez ce mail, au mail que vous avez reçu qui vous parle du petit que nous n'arrivons pas à vous retrouver, là, on vous retrouvera et on arrivera à vous envoyer le support sans problème. Mais la bonne pratique, en tout cas, c'est pour qu'on arrive techniquement à vous retrouver simplement, c'est de répondre au questionnaire avec l'adresse email avec laquelle vous êtes inscrite. Voilà. Et peut-être une question associée à cette question sur le SEO et SIA, une question de Benoît, je vais la montrer aussi, bim. Quels outils utiliser pour suivre son référencement naturel et sponsorisé? Plus généralement, quels outils préconisez-vous pour le suivi de sa stratégie marketing? Je ne sais pas qui veut répondre à celle-là. Alors, on vous recommandera, si vous utilisez Google Ads, du coup, la régie de Google, vous pouvez suivre vos statistiques directement dans la régie Google. Sinon, vous pouvez utiliser Google Analytics, qui aujourd'hui est l'outil référent de Google, justement, pour suivre vos différentes sources d'acquisition, le comportement de vos visiteurs en ligne, c'est hyper important. Après, vous avez des outils un petit peu plus
poussé. Mais Analytics répond en tout cas très bien à ces premières problématiques. Et effectivement, Michael, je ne sais pas si tu veux y aller. Ouais, juste une réaction. En fait, on peut se noyer en fait dans les outils parce que on peut aller vraiment très loin. C'est super intéressant. Vous pouvez y passer des semaines, des nuits. Ouais. Si vous avez un objectif, vous pourrez plus facilement suivre le bon indicateur. Et voilà, vous suivez le bon indicateur dans le temps qui vous permettra de suivre votre progression. C'est vraiment ça mon conseil. Plus que l'outil. Après, je pense qu'effectivement, pour suivre ce que Michael dit, en disant qu'il ne faut pas s'éparpiller, il y a une notion, alors c'est pas hyper transparent parce qu'effectivement avec Alexis, on représente tous les deux des outils dits tout en un, mais effectivement je pense qu'il vaut mieux parfois aller chercher des outils qui sont vraiment tout en un et qui vont rassembler une certaine catégorie sur lesquelles vous allez pouvoir tout manager, plutôt que de prendre des 10 000 outils qui vont effectivement être assez intéressants et c'est bien, c'est toujours agréable de voir tout ça, mais effectivement d'aller chercher des outils tout en un, c'est peut-être parfois plus utile et plus efficace. Je sais que moi je représente un outil tout en un pour les fiches Google avec partout. Alexis, ça va être encore plus large. Donc voilà, c'est un sujet, c'est à vous de faire vos choix aussi sur les outils. Il y en a énormément, mais il faut bien se renseigner avant et peut-être partir sur des outils qui vont aller chercher large au lieu d'en avoir 50 000. Ouais, surtout au début, en effet. Ouais. Une question de Christelle ensuite dans le top des votes concernant l'adresse email professionnelle. Comment ne pas tomber régulièrement dans les spams? Michael, Alexis, peut-être. C'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne pourra pas y répondre en 2 minutes. Il y a un atelier, il y a une session de coaching dédiée sur le sujet, sur la fidélisation. Mais pour répondre dans les grandes lignes, il faut utiliser les bons protocoles de sécurité. Donc, ça demande un peu de paramétrage. Il faut utiliser les outils qui respectent le RGPD. Ouais. Il faut associer votre nom de domaine à l'adresse émettrice. Voilà. Enfin, c'est des grandes lignes. Je ne sais pas si Alexis, tu veux dire 2-3 trucs vite fait. Oui, carrément. Il y a aussi la qualité de la base avant tout aussi. Si on se parle d'une base qui est qualifiée, avec qui vous avez déjà entretenu un lien, moi, je ne vous conseille pas d'aller chercher en tout cas de faire du cold emailing, par exemple. Généralement, vous avez des taux de délivrabilité qui sont très faibles. Donc, c'est aussi important d'avoir une base qui soit saine, qui soit active pour justement éviter de tomber dans les spams, quoi. Et les outils vous aident là-dessus. Nous, c'est un sujet qu'on a sur les folies web aussi. Et les outils, nous, typiquement, on s'efforce de ne pas envoyer de mail à des gens qui ne les ont pas ouverts depuis, je sais pas quoi, 12 mois ou un truc comme ça, en se disant, s'ils n'ouvrent plus les mails. Et c'est aussi des enjeux. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui vous proposent d'acheter des bases de données, etc. Ça, il faut faire attention parce que du coup, vous pouvez vite avoir des sujets là-dessus. Et c'est là où vous passez en spam. Bases de données qui parfois ont été achetées sur le darknet. Bref. Par ailleurs, ouais. C'est pas des bonnes pratiques du tout et typiquement on l'observe aussi côté Neo Camino. On a beaucoup de clients qui ont acheté, qui ont dépensé des milliers d'euros parce que ça coûte des milliers d'euros et qui ont des taux de retour proches de zéro parce que c'est des bases qui sont pas assez qualifiées et avec des approches aussi qui sont peut-être trop incisives pour des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas besoin de nous et ça c'est vraiment pas une bonne pratique à notre sens en tout cas. Donc gardez bien ça en tête. Une question d'Audrey pour enchaîner. J'ai une fiche Google mais qui n'est pas visible malgré le fait de l'avoir remplie complètement. Alors j'imagine que ça peut durer un petit peu, mais tes conseils de base. Tu l'as bien dit, Sébastien, c'est assez compliqué de répondre sans avoir le secteur ni la fiche Google. Mais pour être très rapide et de manière générale, en fait, la fiche Google, ce qu'il faut, c'est la travailler, être actif. Il n'y a pas de secret, en fait, il faut aller chercher des avis. J'avais vu une autre question qui demandait comment on va chercher des avis. Ça dépend de votre secteur, mais en fait, il faut pas hésiter à demander. Et c'est des choses qui se font. Nous, alors c'est pas joyeux, mais nous, on a des clients qui sont pompes funèbres, qui arrivent à aller demander des avis. Donc, pour vous dire que vous n'avez pas d'excuses pour aller chercher de nouveaux avis. Et il faut aller en chercher, il faut répondre, il faut être réactif, il faut mettre des photos, il faut remplir les services, il faut être actif et c'est ça qui va faire que vous allez être visible. Je sais que c'est compliqué. Si jamais vous avez envie d'avoir un coaching personnalisé grâce à Neo Camino et les Folly Days, vous avez 30 minutes gratuits avec un expert de chez partout. Donc, je vous mets le lien juste ici pour avoir ce coaching. Mais
Pour moi, la clé, c'est d'être active. Et tout à l'heure, on parlait d'ensemble de faisceaux lumineux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aller chercher les faisceaux lumineux un à un pour les mettre sur votre fiche. Je sais que c'est dur, je sais qu'il y a du travail, mais ça finit par payer. Il y a du temps. Il faut du temps, il faut du travail, mais voilà, c'est des choses qui finissent par payer. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez acquis une certaine notoriété, une certaine visibilité, si vous continuez votre travail, vous la perdrez pas du jour au lendemain. Donc voilà, il faut avancer et répondre aux avis, aller chercher des avis, ajouter des photos, ajouter ses services, mettre un lien de réservation. Et c'est toutes ces petites activations qui vont envoyer les faisceaux lumineux sur votre fiche Google et qui vont faire que vous allez ressortir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez avoir des points de vue personnalisés en fonction de votre secteur. Vous vous inscrivez sur le lien et on regardera ça ensemble de manière plus personnalisée. Top. Une question, alors, une question de Benoît. Que pensez-vous de l'utilisation de l'IA dans l'organisation et gestion de son activité marketing et commerciale? Benoît, déjà pour vous dire qu'il y a une session qui est vraiment dédiée à l'IA un peu plus tard cette semaine. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est jeudi. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit, mais si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous. C'est jeudi à 11h. Boostez votre efficacité grâce à l'IA. Alexis, Mickaël ou Pierre Arnaud, si vous avez quelque chose à partager d'ores et déjà, n'hésitez pas. Je ne sais pas lequel d'entre vous a une utilisation à partager ou autre. En tout cas, globalement, effectivement, l'IA a un rôle. Il n'a jamais été aussi facile que de travailler avec l'IA. La seule limite, à mon sens, c'est effectivement de bien travailler la qualité de vos prompts. Vous pourrez revoir ça avec un peu plus de profondeur lors de la session, mais c'est important de challenger bien sûr le prompt. Donc, ce que vous allez demander à l'intelligence artificielle, il faut être extrêmement précis pour justement donner de la matière et pour pas tomber sur des choses qui soient génériques. On a tendance parfois à vouloir gagner du temps et c'est tout à fait normal, mais c'est important de travailler les prompts, de les challenger, de redemander à l'IA justement d'identifier les points peut-être qui pourraient être améliorés et encore une fois remettre ça dans votre contexte. Si typiquement je souhaite créer un article de blog, avant il faut absolument que vous puissiez dire à qui vous vous adressez, ce que vous faites, quels sont les objectifs pour que justement ce qui va être produit par l'intelligence artificielle corresponde parfaitement, en tout cas du moins, avec les règles aussi liées au SEO. Donc travaillez bien vos prompts justement pour gagner du temps sur du long terme. Mais ça présente certaines limites, en tout cas à mon niveau sur ce point-là. Mais je vous laisse compléter, messieurs, si vous avez d'autres. Ouais, peut-être enfin, je sais pas, à moins que vous ayez des points spécifiques, mais il y a une question qui nous est posée plusieurs fois. Je sens que ça insiste dans le chat et dans les questions sur le CRM. Je vois que Mickaël, tu viens d'apporter un premier niveau de réponse, mais une question d'Isabelle, une question va sur un outil CRM à nous recommander, s'il vous plaît, et de Kelly également. Quel logiciel CRM gratuit peut-être aussi vous recommandez? Et je vais répondre à cette question. Je vais lire ce que j'écris sur le CRM comme pour tous les outils. J'ai tendance à répondre toujours, prenez un outil qui vous parle, avec lequel vous aimerez travailler, c'est très important. Ça vaut aussi pour le CMS, l'outil pour créer un site internet. Ça vaut aussi pour l'outil pour Analytics et autres. En vérité, je pense que vous pouvez tester les produits. Vous pouvez demander à plusieurs outils de CRM. Je ne vais pas faire de la publicité, vous en connaissez forcément plusieurs. Mais testez, faites une période d'essai, essayez les freemium, essayez les outils. Et très vite, vous allez vous rendre compte de est-ce que ça me parle, est-ce que c'est trop compliqué, est-ce que c'est en français, est-ce que c'est pas en français. Est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'il y a une application pour mon téléphone? Est-ce que je peux me connecter facilement? Etc., etc. Est-ce que vous allez aimer bosser avec? Parce que si vous n'aimez pas bosser avec, vous ne l'utiliserez pas et vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc, prenez un outil qui vous fait kiffer. Bon, c'est un bon résumé. Il est déjà 12h10. Ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là. Je vois néanmoins qu'il y a pas mal de questions. Donc, ce que je vous propose aussi, c'est que sur les questions, je vais envoyer les questions qui concernent aux intervenants et on vous fera un retour sur vos questions directement par mail ou autre. Je m'y engage. On n'a pas fait ça en 2024, c'est bien, ça fait un premier test pour 2025, on verra ce que ça donne. Et il me reste en tout cas
vous remercier pour vraiment la dynamique de ce matin. Il y avait plein de questions dans le chat. Vous étiez au taquet, donc c'était vraiment cool. Merci beaucoup pour ça. Et puis merci mille fois, Mickaël, Alexis, Pierre-Arnaud, pour votre temps. C'était super chouette. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, mercredi, jeudi et vendredi, vous l'avez compris, pour la suite des Folly Days. Voilà. Merci à tous. Merci à tous pour votre temps. Merci à tous. Salut, messieurs. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.